Rappel des données traitées dans la première partie. Chapitre 1, Architecture glorieuse sortie de nulle part. Chapitre 2, les soi-disant expositions universelles. Chapitre 3, d'incroyables tunnels sous ces bâtiments. Chapitre 4, faire croire que ce sont nos constructions. Chapitre 5, absence totale d'informations sur ces constructions. Et à présent, voici la suite avec cette deuxième partie. Bonne vidéo. Quand vous voyez ces photos de construction ridicules avec des bâtons de glace, il s'agit clairement d'une manipulation. Alors ici, vous pouvez voir qu'ils ont juste mis l'échafaudage comme ils l'ont fait dans le passé, dans les photos originales de la construction. Ouais, et ils le font en ce moment même. Pensez-vous qu'il serait difficile de le faire en noir et blanc et de faire genre qu'il a une construction ici maintenant ? La NASA n'est pas la seule entreprise à truquer les photos. Avec ses nombreux vieux bâtiments glorieux, peu importe où ils se trouvent, vous allez trouver maintenant de prétendues photos de construction. Mais beaucoup d'entre elles montreront simplement des échafaudages autour d'un bâtiment déjà construit. Si vous prenez une vieille cathédrale et que vous mettez des échafaudages autour d'elle, et que vous êtes la première personne à avoir photographié cette cathédrale, vous êtes alors en position de faire valoir que c'est vous qui l'avez construite. Alors que vous auriez pu simplement rénover cette cathédrale, la repeindre, la réparer et faire croire à de vieilles techniques ainsi prises en photo. Tout ça, bien sûr, dans le but de manipuler. Des trottoirs en bois et des chemins de terre. Vous devez être capable d'apporter toute la pierre, la brique, le verre, le cuivre et tous les composants que vous devez être capable d'apporter sur le site. Donc, juste les routes à elles seules permettent de gratter, renifler et faire s'écrouler toute l'histoire. Mais si vous les imprimez dans des livres ou que vous les présentez dans un documentaire télévisé, ce ne sont jamais que des images qui vont et viennent. Et 99,9% des gens qui regardent ça ne vont même pas se gratter la tête. Ils vont juste se dire qu'en effet, il y a des photos de construction et ne vont avoir besoin de rien d'autre. Pourquoi devrais-je remettre en question cela? C'est absurde. Aussi, vous trouverez de bons vieux copier-coller. Quelqu'un avec un cutter de précision, dans une ancienne chambre noire primitive, assemble des photos qui pourtant ne vont pas ensemble. Il commence comme ça. Cette technologie de l'époque était un moyen sûr de créer plusieurs images et de les combiner en une seule. Il n'y avait aucun autre moyen pour ces réécrivains de fabriquer des photos truquées de construction. Et non, ce n'est pas Photoshop, et le processus de superposition est très similaire. La manipulation de la photographie victorienne utilisant des marquages au crayon et des techniques de grattage pour dessiner, effacer et retoucher n'importe quelle image souhaitée est le moyen d'atteindre vos objectifs et d'avoir un fond blanc que vous pouvez supprimer plus tard dans la chambre noire. Il n'est pas rare que d'autres créent des photographies truquées et montrent leurs compétences en masquage et en bordure, car à l'époque, c'était la pointe de la technologie, du début de cette société frauduleuse qu'ils ont construite. Ils prennent un bâtiment déjà terminé, ils blanchissent le ciel. Ils appellent ça des cieux vanille. Ils blanchissent le ciel et ainsi détachent ce qu'ils veulent laisser. Ils peuvent couper ce qui était là et le remplacer par un ciel couleur vanille, gris ou blanc. Un ciel vanille où l'arrière-plan est découpé et vous pouvez voir les repères de coupe. Et si vous zoomez, vous voyez alors où se trouve le bord du bâtiment. Il y a juste un petit bord flou. Le ciel qui aurait été l'arrière-plan a disparu. Pourquoi ferait-il cela? Si vous voyez une photo de construction où ils ont peint des échafaudages, où ils ont supprimé des arrière-plans, vous devez vous arrêter dessus. Pourquoi sont-ils allés jusqu'à faire cela? Vous devez vous poser des questions. Et si vous voyez des centaines de photos trafiquées de cette manière, vous devez alors réaliser qu'il s'agissait d'un effort à l'échelle industrielle, fait pour créer un narratif, qui est que des bâtiments en maçonnerie exquis ont été construits en 1 ou 2 ans. Voyons, cela prend du temps.
Vous avez à consacrer 1 ou 2 ans rien qu'à la planification. Vous avez la partie ingénierie. Vous avez la conception. Vous ne vous contentez pas de réunir un groupe d'artisans constructeurs et d'avancer juste ainsi. Il y a des architectes impliqués à la conception. Puis il y a l'ingénierie à y ajouter. Tout cela prend du temps. Ces bâtiments sont construits pendant des années, surtout quand vous en fabriquez à chaque coin, comme nous le voyons. Nous voyons que chaque poignée de porte, chaque corniche au-dessus des fenêtres sont à elles seules des célébrations. Et c'est pourquoi l'architecture est si belle. C'est une architecture de célébration. Vous devez vous demander pourquoi il y a un tel manque de photos de construction de l'intérieur des bâtiments. L'extérieur, bien sûr, est incroyable, mais l'intérieur est construit comme un palais. Il y a un tel manque de photos de construction de l'intérieur de ces bâtiments, et pourtant ils sont incroyables. Lorsque vous avez vu le bâtiment Klinsinski à Chicago, qui a pris 14 ans, et puis vous revenez et vous regardez celui avant ça, le bâtiment fédéral, construit en 7 ans. Comment est-ce possible qu'ils aient pu amener ces choses jusqu'au sommet, faire venir ces gens qui n'ont aucune formation et créer réellement cette chose incroyable qui dure pour toujours, dans une chronologie où ils vous disent qu'ils se promenaient à cheval et en chariot? Nous ne devrions pas accepter ce récit. Cela ne peut tout simplement pas arriver dans le laps de temps qu'ils nous disent. Nous savons que les gens falsifient les livres dans d'autres domaines. Nous savons que les gens ont manipulé des photos pour tromper les populations, tout comme la NASA le fait. Ce n'est pas une nouveauté. Ça se fait encore aujourd'hui. Vous trouvez maintenant des photos générées par ordinateur, CGI. Les techniques ont considérablement évolué, mais à l'époque, ils pensaient être à la pointe de la technologie. Ils ne pensaient pas qu'ils se feraient prendre. Ou peut-être qu'ils s'en fichaient, du genre, quand ils comprendront, ça n'aura plus d'importance, on sera parti depuis longtemps. Et qui s'en souciera encore? Ils ont leur histoire sur tout. Sur tout. Tout a quelque chose à expliquer au cours des 100 à 200 dernières années. J'ai même appelé le bâtiment des archives de l'État de l'Illinois. Et ils n'avaient aucune information sur leur propre palais de justice, situé à moins d'1 kilomètre d'eux. Archives de l'État de l'Illinois, comment puis-je vous aider? Je viens d'être transféré chez vous parce que je lisais des choses sur la Cour suprême, sur sa construction, et j'essayais juste de trouver des documents dessus. Et il était dit sur leur site web qu'elle avait été construite en 1 an. Donc, j'essayais juste de comprendre si c'était vrai ou non. Vous devriez essayer de contacter la Cour suprême. Je l'ai fait, ils m'ont envoyé vers vous, les gars. Ah, ok. Je ne sais pas ce que nous aurions sur le bâtiment lui-même. Laissez-moi regarder ici. Il était dit sur leur site web que les clés ont été remises le 4 février 1908. Mais en 1908, il est aussi dit qu'ils déménageaient de l'autre vieux bâtiment de la capitale de l'État. Donc, ça me semble bizarre. En 2 mois. Oui, en effet, c'est un peu bizarre. Eh bien, vous voyez, je ne sais pas. Je ne sais pas si nous avons quelque chose sur le bâtiment lui-même. Les histoires qu'on nous a racontées sont fondamentalement juste des histoires que nous répétons encore et encore. Et nous ne faisons que régurgiter ce qu'ils nous ont dit. Vous pouvez choisir d'y croire ou vous pouvez choisir de faire des recherches afin de voir la vérité, qu'ils sont des bâtiments de la civilisation passée. Je me tiens devant le parking Sukanship, qui se trouve exactement à l'endroit où se trouve le bâtiment occidental. Le bâtiment occidental est supposé avoir été construit en 1882 et qui a été détruit dans le grand incendie. Il était cette maçonnerie géante massive aux murs épais, faits de briques et de pierres solides, et qui ont disparu, nous dit-on, dans un incendie. Et à la place, ce que l'ère moderne nous a proposé, c'est ça, le parking du navire coulé, Sukanship, qui est en quelque sorte les doigts dans le nez du monde dans lequel nous vivons actuellement. Oui, c'est comme jeter du sel dans la plaie, mais je pense que nous devons nous souvenir du passé et de ce qui était là, la gloire de l'ancien monde. Comme c'était le cas sur beaucoup de ces vieilles structures glorieuses, vous commencerez à voir de vieilles bannières bon marché collées sur ces vieux bâtiments glorieux en pierre. Ils ne s'accordent tout simplement pas.
Ces bâtiments n'étaient pas destinés à devenir des établissements axés sur l'argent. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont gardé. C'est drôle que nous n'entendions jamais au fil des générations d'histoires concernant les difficultés auxquelles une nation devrait se confronter pour construire une telle magnitude de palais en pierre et en briques. Pourquoi aucun de nos grands-parents ou arrière-grands-parents ne parle jamais en bien de ces bâtiments? S'ils avaient vraiment été construits au début des années 1900, ne pensez-vous pas qu'un de vos grands-parents aurait pu dire « Ouais, j'étais sur le site et je suis tellement fier d'avoir construit ça » ou encore « Je connaissais quelqu'un qui était là-bas en train de construire ce bâtiment ». Pas une seule fois, cela ne semble pas étrange. Pour construire certains de ces bâtiments en un an, il faudrait des centaines de personnes dormant sur place quotidiennement. Il faudrait que des gens aient des maisons sur place, parce qu'ils n'ont que des chevaux et des chariots. Rentraient-ils chez eux la nuit? Et où restent tous ces chevaux pendant la journée lorsqu'ils construisent ces bâtiments? C'est juste que l'histoire n'a aucun sens. Si c'était vraiment construit comme ils le disent, il y aurait tellement de preuves. Et désolé, mais dire que la photo n'était pas disponible à l'époque, ce n'est simplement pas le cas. Vous avez déjà pris une photo avant, non? Alors pourquoi ne pouviez-vous pas en prendre d'autres? Ils ont transporté tous ces matériaux à des centaines de kilomètres et ils sont arrivés là parfaitement. Il n'y a jamais eu aucun problème. Ce n'est tout simplement pas logiquement possible. En tant qu'architecte depuis 20 ans, j'ai une assez bonne compréhension de la façon dont les matériaux réagissent aux éléments et au fil du temps. L'infrastructure moderne de Seattle a au mieux 140 ans. Il n'y a pas de place dans ce récit pour un bâtiment comme on peut en voir, avec le type d'érosion que nous voyons derrière. Donc pour moi, ce seul bâtiment est une preuve supplémentaire que cette ville était déjà là depuis longtemps. Pour moi, elle est là depuis des siècles. Je donnerais à ce bâtiment 300 ans. J'aime regarder un bâtiment qui raconte sa propre histoire. J'aime à dire que les pierres ne mentent pas. Les pierres nous diront toujours la vérité. Et si vous les regardez à travers cette lentille et que vous les laissez raconter leur propre histoire, eh bien alors quelque chose d'autre émerge complètement. Il y a des blocs de pierre utilisés dans certaines constructions, dans des endroits comme Machu Picchu, même à Sainte-Augustine en Floride. Juste là, des pierres qu'aucun homme n'aurait pu traîner. Il aurait fallu quelque chose de plus grand, quelque chose de plus assisté technologiquement. On peut être sûr de ça, à moins que nous ne parlions de taille substantielle. Dans de nombreux livres anciens du monde entier, il parle de géants qui ont existé aux côtés de ce que nous appellerions maintenant des personnes normales. Les personnes qui étaient plus grandes auraient peut-être eu plus de facilité à transporter, à placer, à arranger des pierres de la taille que nous pouvons voir dans les mégalithes des Amériques, que nous voyons dans les mégalithes du monde entier d'ailleurs. Ils ont dû être le résultat de géants. Vous pouvez utiliser la pensée critique. Cela n'a aucun sens de construire à une si grande échelle pour des gens de notre taille. Ce qui est le plus étrange, c'est quand vous avez des portes dans des bâtiments quelconques qui sont trop grandes. Elles font 6 mètres de haut. Pourquoi construire un cadre de porte de 6 mètres de haut pour une population si petite? Pourquoi un humain de taille normale? Pas seulement pourquoi d'ailleurs, mais comment? Un humain de taille normale ferait-il construire quelque chose d'aussi massif? C'est tout simplement ahurissant. Pourquoi des hommes de 1m80 et des femmes de 1m60 ont besoin de ça? Nous ne faisons jamais ça. Nous construisons des cadres de porte proportionnés à notre taille. Elles sont absolument énormes. Ça n'a aucun sens. Quelle que soit l'église, c'est exactement la même chose. Il y a juste ces portes massives dans lesquelles on a pu découper une petite porte pour y rentrer. J'ai remarqué la dernière fois que j'ai été en Europe, elles avaient des portes dont j'ai pris des photos. La serrure des portes était à peu près ici, ouais, au-dessus de la tête des gens. Vous avez des cadres de porte qui sont en pierre. Vous ne pouvez pas les enlever. Et elles sont de 6 mètres de haut, quand ce n'est pas plus. Et puis vous avez nos cadres de porte
que nous construisons à l'intérieur du cadre original de portes, pour que nous puissions utiliser ces portes normalement. Nous sommes plus petits qu'eux en tant que civilisation. Pensez-y, vous devez être un sacré taré pour construire une porte de 9 à 12 mètres de haut si vous mesurez 1,80 m et que vous ne pouvez même pas atteindre la poignée de porte. À travers ce plan, nous trouvons d'innombrables évidences de géants, non seulement dans les grands centres-villes de ce monde, mais aussi dans la Terre et dans les ruines antiques de l'Ancien Monde. Et ce que vous trouvez autour des grands centres-villes, ce sont ces portes géantes. Nous avions des livres géants, nous avions des casques géants, nous avions des couteaux géants, des épées géantes samouraïs, des fusils géants. Nous avions des chaussures géantes, nous avions des couronnes géantes. Nous avions des machines à écrire géantes, des cloches géantes. Des choses géantes qui ne semblent pas adaptées à la personne de taille moyenne, même du côté des plus grandes tailles actuelles. Tout cela n'a tout simplement pas de sens. Et de penser que de grandes communautés de personnes se sont réunies et ont construit des structures qui étaient excessivement coûteuses au départ, mais quand en plus vous y ajoutez le facteur qu'elles sont construites pour des tailles plus grandes que nécessaire, ce n'est non seulement pas rentable, mais ce n'est pas du tout conforme à ce que l'on nous dit à propos de la construction de l'Amérique. Donc, même en comparant avec moi en termes de placement de hanche, mon genou est ici et je mesure 1,80 m. Donc, ce sont de très grands individus, Et puis quand on y pense, ce n'est même pas si grave vraiment. Quel est le problème? Il y avait des géants, c'est tout. Je veux dire que j'ai vu des squelettes de géants déterrés et tout ce genre de conneries. Et ce qui est tellement drôle, c'est que les gens vont rejeter l'idée de géants, même s'il y a une myriade de preuves. Au moins suggérant qu'ils ont existé. Mais il n'y a rien qui suggère que les dinosaures ont existé. Et vous, bande d'enfoirés, vous croyez en eux, ok? Si vous deviez trouver des os géants comme ça, oh, donnez-moi ça, ouais, c'est le fémur d'un vélociraptor. Mais sortez d'ici avec vos foutaises. L'Institut Smithsonian a trouvé des os à Cahokia. Il y a des articles qui disent qu'ils ont pris ces os de la région de Saint-Louis et les ont mis à l'Institut Smithsonian. Ils ne nous disent pas qu'ils les ont, mais nous savons qu'en réalité, ils sont au sous-sol ou alors qu'ils les ont détruits. Il y a tellement d'articles de presse des années 1800 et du début des années 1900 sur la construction ou l'élimination de ces os dans l'océan afin de les dissimuler. Il n'y a pas de place pour les géants dans leur nouveau monde, c'est pourquoi ils doivent nous mentir à ce sujet. Ils ont dû écrire des livres d'histoire nous disant que nous descendions des singes. Je pense que tout était beaucoup plus grand. Je pense qu'il y avait plus d'oxygène dans l'air. Les arbres étaient beaucoup plus grands. Les endroits étaient beaucoup plus grands. Ils étaient meilleurs. Ils avaient toute la technologie. Ces gens ont peut-être quitté les lieux ou ont peut-être été tués. Mon opinion est qu'ils sont allés chercher plus de terre. Je pense qu'ils ne sont pas autorisés à être ici. Je pense que tout cela est une opération pour repeupler cet endroit et donner le contrôle à nos dirigeants, les soi-disant dirigeants. Si vous revenez aux écritures bibliques, les Néphilim sont issus des anges déchus et se reproduisent avec les filles des hommes. Elles s'accouplent avec des géants. C'est écrit noir sur blanc. Cela vous dit qu'il y a beaucoup de preuves physiques qu'il a existé une race de géants. Nous ne sommes pas de leur race, nous sommes une race différente. Oui, nous sommes un groupe de personnes différents. Je pense que nous avons cohabité. Je pense qu'ils existaient à la même époque. La plupart d'entre eux jouaient au basketball. Des Néphilim vont avoir des relations sexuelles avec des gens ordinaires et qui créent une sorte de mutants et tout ce genre de conneries.
Ça se voit de plus en plus aujourd'hui. Beaucoup de personnes de grande taille dans la NBA, par exemple, est-ce un vestige dans l'ADN? C'est un fait qu'il y avait des géants. Ce n'est pas une simple théorie, nous avons des preuves de ça. Qu'est-ce qui a plus de sens? Vous avez des personnes petites et minuscules qui se promènent sur des ânes, ou vous avez une population grande et très forte, intelligente, capable et expérimentée, qui construisent ces cathédrales et ces basiliques. Les endroits qui sont construits sont massifs, parce qu'ils sont proportionnels à leur taille. Vous trouvez squelette après squelette exhumés de la terre d'Amérique, des montagnes de la Floride, d'Amérique du Sud, allez jusqu'en Mésopotamie et vous trouverez la même chose. Des gens géants enterrés sous la terre. Et c'était des races entières. Ce n'était pas un gars qui devient gigantesque par accident. Il y a toujours eu des géants, des crânes géants qui sont découverts au hasard et on pousse pour que cela soit complètement ignoré. Et de dire non, 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 ce n'est pas vrai. Et le 19e siècle est plein de découvertes d'os géants. Cela n'est pas arrivé il y a longtemps, cela s'est produit récemment. L'histoire humaine est conçue de manière à convaincre le citoyen moyen que tout le luxe, les avantages, les avancées technologiques dans sa vie, toutes ces choses ne sont que le fruit de l'ère industrielle et d'un mode de vie industriel. De nouveaux systèmes bancaires ont suivi aussi de nouvelles façons de voyager. Toutes ces nouveautés qui se sont imposées après l'ère industrielle. Dans les années 1800, toutes les inventions du monde sont en fait sorties de nulle part, ok? Donc, vous avez littéralement tout, depuis le chemin de fer clandestin jusqu'au chemin de fer comme système de transport, la navigation moderne, les métiers modernes, le système bancaire, tout cela arrive après 1850, à l'époque où les registres ont commencé, comme par hasard. Tous nos registres de naissance n'étaient jamais officiels avant 1850. Avant cela, ils étaient tous dans des paroisses d'église, où ils étaient hautement contrôlés, comme pouvaient l'être les informations dans l'église. Donc, personne ne peut remonter aussi loin dans le passé pour découvrir son ascendance. Nous sommes convaincus qu'être humain aujourd'hui est le résultat de l'ingéniosité de l'ère industrielle. Et ce n'est pas vrai. Un autre élément de l'histoire, c'est qu'ils ont fait en sorte que vous oubliez une forme de voyage luxueux qui a été rapidement retirée de notre ciel. Les dirigeables sont la plus ancienne forme de voyage aérien. Ils sont les plus éprouvés. Maintenant, ils ont été retirés de la circulation. Beaucoup de gens ont en tête l'idée fausse que si vous voyagez sur un dirigeable, vous seriez confiné dans les petites cabines qui étaient suspendues au-dessous, comme le cockpit du pilote. Vous vous sentez probablement un peu sceptique à propos de la descente et du fait qu'éventuellement ces cabines en dessous puissent être écrasées. Eh bien, sachez que ce gros dirigeable n'est pas juste un ballon. Dans de nombreux dirigeables de l'ancien monde, vous aviez accès à cette grande cavité du dirigeable. Il y avait des restaurants, il y avait des bars, il y avait des salles de danse et toutes sortes d'autres choses comme ça. Pourquoi aurait-il construit une chose aussi grande si ce n'est pour ne rien mettre à l'intérieur? C'est en gros comme une croisière confortable. Vous n'êtes pas assis dans la partie inférieure du dirigeable, celle qu'il vous montre d'habitude sur un dirigeable. Vous êtes assis dans le dirigeable et c'est un endroit magnifique. C'est une magnifique, facile, gracieuse manière de voyager qu'ils ont jeté aux égouts. Ils sont pourtant aussi plus sûrs que les avions. Et ce que nous avons eu, c'est un événement médiatique de masse sous la forme de Hindenburg, qui a eu pour but d'effrayer la population mondiale de manière à la pousser à ne plus monter dans un dirigeable. Il recommence à pleuvoir encore. La pluie avait un peu cessé. Les moteurs arrière du vaisseau juste le maintiennent.
Oh, il prend feu, il s'écrase, oh mon Dieu, c'est terrible. Ôtez-vous du chemin, s'il vous plaît, ça brûle. Il tombe sur l'aire d'amarrage et tout ce qu'il y a autour, c'est terrible. Et c'est l'une des pires catastrophes du monde. Il est à 100 ou 150 mètres dans le ciel, c'est une terrible tragédie. Mesdames et messieurs, la fumée, les flammes. Maintenant, il s'écrase au sol, pas exactement sur l'aire d'amarrage. Toute l'humanité, tout le public hurle autour ici. Je ne peux même plus parler à personne autour de moi ici. Oh, je ne peux plus parler. Oh, mesdames et messieurs, honnêtement, nous assistons à une terrible tragédie. Et toute cette fumée, on ne peut quasiment plus respirer. Les gens hurlent. Je suis désolé, je ne peux plus respirer. Je ne vois plus rien, Seigneur, c'est terrible. Je vais devoir arrêter une minute parce que je suis enterré. Oh non, nous ne pouvons pas faire ça, c'est trop dangereux. Avec les images de Édimbourg en feu tombant du ciel, non plus jamais de dirigeables. Mais il y a beaucoup de preuves, j'ai envie de dire, qui sont disponibles pour montrer que oui, il y avait des dirigeables et qu'il s'agissait d'une technologie préexistante. Et l'une des façons de se débarrasser des choses est de dire que c'est dangereux pour la sécurité, que nous ne pouvons plus faire ça. Et je ne veux plus jamais voler dans cet appareil parce que ça prend feu dans les airs. Il n'y a aucune chance que je voyage à nouveau dans ce truc. Donc je préfère être dans un avion. Nous resterons avec nos hélicoptères et nos avions et nous n'utiliserons plus les dirigeables. Quelle est la forme de voyage la plus tranquille, dirigeable ou avion? Vous ne pouvez pas me dire que tout le monde n'est pas terrifié à l'idée de monter sur ce tarmac et de décoller dans un avion. Dans un avion, vous êtes coincé. Vous avez 60 à 100 personnes dans ce petit espace. Vous ne pouvez pas voyager aussi loin avec les réservoirs qu'ils ont. Avec un dirigeable, vous pouvez voyager très loin et vous pouvez voyager avec beaucoup de gens. Vous pourriez amener des quantités massives de personnes dans ces autres terres qui sont beaucoup plus loin que nous ne pourrions jamais le faire et même l'imaginer. Les dirigeables allemands atterrissaient à Opaloka en Floride depuis des années. Et Glenn Curtis, l'homme qui a ouvert cet aéroport d'Opaloka, est un homme qui est impliqué dans le scandale. Et donc si quelqu'un ment ici, eh bien c'est lui. Glenn Curtis a été surnommé l'homme le plus rapide du monde pour avoir battu des records de vitesse sur une moto en utilisant des moteurs à essence. Et il a contribué à faire passer l'essence comme étant supérieure à la vapeur et aux autres techniques. Il a commencé à mettre des moteurs à essence sur les dirigeables aussi et il a aidé à les faire émerger d'autres méthodes. Puis il a fait la même chose avec les avions en concurrence directe avec les frères Wright. Il a essayé de voler les brevets des frères Wright avec l'aide de Smithsonian. Vers la fin, ils ont commencé à les remplir d'essence plus sale en essayant de les propulser à l'essence, ce qui originalement n'était pas le cas. Beaucoup d'entre eux étaient à vapeur, comme un sous-marin. Ils peuvent essayer de nous cacher cela, mais vous, le spectateur, vous pouvez aller voir par vous-même. Les dirigeables étaient beaucoup plus sophistiqués qu'on nous le dit. Et pour revenir à la comparaison entre les avions et les dirigeables, ils peuvent littéralement réduire les coûts de voyage. On ne laisse entrer qu'un nombre limité de personnes dans ce minuscule tube qui voyage si vite et si dangereusement. Ah, on laisse passer ça. En parlant d'ère moderne. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut accueillir que quelques centaines de personnes dans un avion, alors qu'on pourrait en accueillir quelques milliers dans un dirigeable. Premièrement, c'est plus gracieux. Mais deuxièmement, on peut accueillir beaucoup plus de personnes et y avoir plus d'installations. C'est presque comme une ville en mouvement. Ainsi, les dirigeables offraient quelque chose que les avions n'offraient pas. Ils étaient plus sûrs en termes de vitesse de déplacement. Vous connaissez le danger d'atterrir quelque part. Vous n'êtes pas censé... Vous n'êtes pas censé penser. Si votre peur de voler est causée par les eaux ouvertes, sachez qu'en cas d'urgence, vous aviez un moyen d'accoster en toute sécurité sur un bateau. Et la peur d'atterrir pouvait être apaisée par un dirigeable à accostage lent.
Des choses comme la Tour Eiffel, qui, nous dit-on, a été construite pour une exposition universelle. Mais il y a des tours Eiffel partout. Cela donnait l'occasion pour un ballon d'entrer dans votre ville, de se mouvoir autour, de sortir directement et ainsi vous amener directement à l'endroit où vous vouliez aller. Ne pensez pas que c'est au-delà de leurs possibilités. Ils le faisaient réellement. Le Edinburgh avait l'habitude de se coupler au sommet de l'Empire State Building. Une porte s'ouvrait, un portique sortait et tout le monde sortait du dirigeable pour entrer dans l'Empire State Building. Ils l'ont fait à Los Angeles, à Chicago, etc. Ces ballons étaient le moyen de transport de l'époque. Croyez-le ou non, il n'était pas rare que les gens fassent voler leur dirigeable directement dans le centre-ville de New York et qu'ils les amarrent aux clochers, aux tours, aux flèches d'endroits comme New York, Chicago, les grandes villes d'Allemagne, d'Angleterre, etc. Les dirigeables s'amarraient, ils déchargeaient les gens au sommet des immeubles. Je pense qu'il y avait plus que des dirigeables. Je pense que la technologie va plus loin que ça. Je pense qu'il y avait beaucoup plus puissant et je pense qu'ils sont allés plus loin que nous pouvons l'imaginer. Et vers des terres dont on ne nous parle pas. Dans les coulisses, ils les fabriquent toujours, mais nous n'y aurons pas accès pour fabriquer les nôtres. Si vous vouliez construire un dirigeable aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que la NASA possède 99% de l'hélium. La technologie de l'époque était peut-être encore plus avancée que ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des vidéos des années 1930 et 1940 de hoverboards et de scooters portables qui fonctionnaient à l'électricité. Il y avait des voitures qui se garaient toutes seules. Au moment même où la photographie a été inventée, vous avez ces chariots électriques qui circulent sans fil dans les villes. 20 ans plus tard, tous sont tombés en panne, puis sont passés au fonctionnement avec des fils, puis au réseau électrique plus lent d'Edison. Rappelez-vous qu'ils ont bien plus que ce qu'ils nous donnent. Ils nous rendent petit à petit la technologie qui était autrefois là, qu'ils ont trouvée dans la civilisation précédente. C'est drôle, n'est-ce pas, parce qu'ils la réintroduisent par dose et prétendent qu'ils sont les héros pour la réintroduire. Mais en attendant, cette chose même a été conçue pour créer la liberté et la créativité au sein de l'humanité, et maintenant tournée pour être utilisée à des fins de manipulation et de contrôle. Mais elle est infiltrée à dose de manière à nous permettre de l'accepter. Et ainsi, la ligne est repoussée de plus en plus loin. Et les gens s'assoient, ils se disent juste qu'ainsi va la vie. L'énergie sans fil alimentée par les terres existait bien avant le pétrole. Nous savons tous à quel point les